Bah. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Évidemment, un gros sujet dans l'actualité, l'intervention du président de la République qui a rassemblé près de 30 millions de téléspectateurs hier soir sur les différentes chaînes qui retransmettaient cette allocution. Avez-vous été convaincus? 0826 300 300. On vous attend pour avoir vos réactions. Fermez les écoles. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le pari est perdu pour Macron et Blanquer? La lumière au bout du tunnel, Emmanuel Macron a annoncé des réouvertures mi-mai. Et puis, à quoi servent les débats? À quoi sert ce débat ce matin au Parlement et ce vote où tout semble déjà décidé d'avance? Pour en parler, Christian de Villeneuve, bonjour, vous êtes journaliste politique. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, bonjour. Bonjour Michel Valérie. Pouzol, ancien député, membre de Génération, bonjour à vous. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et vous avez publié Le progrès est-il dangereux chez Humain Science. Bonjour à vous. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Commençons peut-être avec le coup de cœur de Christian. Ah, il n'est pas là. Ah, on n'a pas Christian de Villeneuve. Il n'est pas connecté. Arnaud, on va commencer avec vous. Coup de gueule. Oui, c'est plutôt un coup de gueule. Ouais. Dans la grande liste des écrivains dont on efface parfois la trace, alors je pense qu'il s'agit d'une maladresse, enfin je l'espère. J'ai vu que la municipalité de Clichy avait décidé de débaptiser le lycée Louis Aragon. Ouais. Le baptiser Claudie Agneray. Alors Claudie Agneray est une personne tout à fait respectable et qui a fait ses preuves largement dans la vie. C'était la première astronaute française femme, il faut le rappeler, en l'occurrence. Mais je ne comprends pas vraiment cette décision. Il faut rappeler que la municipalité de Clichy est de droite. Alors si maintenant les conservateurs se mettent à faire de la cancel culture, on peut quand même se poser des questions, parce que Aragon était lui-même, on le sait, militant du Parti communiste. Mais bon, Aragon, c'est quand même un de nos plus grands écrivains français du XXe siècle, un styliste remarquable, un poète qui a écrit quelques livres qui sont extraordinaires. La Semaine Sainte, qui raconte, il faut s'en souvenir, l'épopée de la Restauration et du retour de Napoléon de l'île d'Elbe, Aurélien, qui est un livre magnifique sur l'entre-deux-guerres. Je trouve que le fait qu'on débaptise ce lycée du nom de Louis Aragon constitue une maladresse. J'espère que ce n'est qu'une maladresse. Si c'est pour des raisons politiques et si c'est lié à l'engagement politique qui fut de Louis Aragon, qui a été communiste, bon, parfois quand même un militant stalinien bon teint en l'occurrence, on peut le dire, mais je veux dire, il faut retenir d'Aragon ce qu'il était, c'est-à-dire un grand écrivain, et qui plus est, faut-il le rappeler, un promoteur de l'égalité homme-femme. Je rappelle quand même que c'est lui qui a écrit que la femme était l'avenir de l'homme, en l'occurrence. Absolument. Là, c'est Claudie Agneray qui est l'avenir du lycée de Clichy, mais je ne suis pas sûr que ça soit un très bon signal. C'est très étrange. Je dis ça parce que je pense qu'il faut arrêter avec ces batailles de noms. Je pense que c'est quelque chose qui, à mon avis, est un très mauvais, contribue à hystériser le débat public encore plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christine, vous vouliez réagir? Non, je trouve que le rebaptiser Claudie Agneray, au contraire, je trouve ça très audacieux, puisque il y a très peu de noms de femmes qui sont donnés à des établissements publics et des noms de rue. Mais c'est pas la question. Il se serait appelé le lycée ou le collège. Je trouve que c'est un débat par rapport au nom que l'on donne. Moi, j'ai pas les tenants les aboutissants de la décision de la municipalité de Clichy par rapport à ça, mais de donner le nom d'une spationaute, la seule, c'est une femme, elle est encore en vie. Mais c'est pas contre. Mais c'est pas contre. De la façon dont c'est présenté, on a l'impression quand même que c'est contre justement cette décision, alors que on sait ô combien le symbole pour les enfants est quand même assez intéressant. Je pense que de dire il y a des femmes qui réussissent, qui sont ambitieuses. Il y a d'autres lieux pour la jeunesse. Donnez-les-moi, parce que les constructions de collèges, ça court pas les rues. Il y a d'autres lieux, je veux dire, pour. Les gymnases sont fermés, les cinémas aussi. Enfin, il y a d'autres lieux pour honorer Madame Agneray, dont personne ne remet en cause les mérites. En l'occurrence, je trouve que débaptiser un établissement scolaire qui porte le nom d'un de nos plus grands écrivains
qui était marié en plus avec Elsa Triolet. À la limite, on aurait pu rajouter Louis Aragon et Elsa Triolet, ce qui était une manière de féminiser le nom du lycée pour cette notion de débaptisement quelque part pose problème en l'occurrence. Enfin, en tout cas, moi, ça me pose problème. À ce moment-là, il faut construire plus d'établissements destinés à la jeunesse. C'est un autre débat. Mais est-ce qu'il y a urgence à débaptiser un lycée Louis Aragon pour le rebaptiser Claudie Aigneret, ou quelque autre nom que ce soit? Je pense que par contre, il y a urgence, effectivement, et vous avez raison, à donner des noms de rues, des noms de bâtiments, des noms aux femmes qui ont construit notre histoire et la République. Ça, c'est sûr, parce que je crois qu'il y a moins de 10% des rues françaises ou des adultes qui ont un nom de femme. Donc c'est quand même un truc incroyable. Donc ça, moi, je suis d'accord là-dessus. Après, débaptiser on voit bien que c'est pas neutre politiquement. Je pense sur Aragon, c'est un peu pour le moins maladroit. Et je pense que notre passionnante française mérite mieux que ça, quoi. C'est tout. Elle mérite de ne pas être un choix par défaut, mais un choix assumé. Je pensais pas que ça ferait débat comme ça, mais c'est le fait que il se serait appelé le collège du printemps et on le baptisait Claudie Aigneret, ça poserait pas de problème. C'est parce qu'on mais oui, mais c'est ça. Il y a des baptises. Enfin, on va dire, on baptise des établissements qui ont un nom, on va dire, qui passe partout, qui pose ni des références historiques, ni politiques, ni quoi que ce soit, et on leur redonne, parce que c'est aussi aujourd'hui la volonté des politiques de donner obligatoirement, il faut qu'il y ait une place à Arnaud Beltrame, tout ça, c'est de bonne intention. Samuel Paty, etc. C'est de bonnes intentions, mais on voit bien qu'à chaque fois, pourquoi est-ce qu'effectivement on ne pourrait pas saluer, on va dire, le travail que fait Claudie Aigneret aujourd'hui? Non, mais c'est pas le problème. Non, mais c'est pas l'un contre l'autre. C'est un peu ça, si, quand même, parce que je pense que si ça s'appelait, je trouve que c'est gênant ce que vous dites là par rapport au symbole que représente Claudie Aigneret. Mais si ça avait été le collège Samuel Paty, je pense que le débat aurait été le même. Enfin, il me semble. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je pense pas. Il y a un autre aspect quand même. Louis Aragon est un poète qui a pris quand même parti pour la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi quand même cette symbolique qui est importante, qu'il ne faut pas négliger. Non, mais moi je trouve que c'est le fait qu'on remplace. C'est le fait qu'on remplace. Moi je suis tout à fait d'accord pour que on honore on fait plus de Claudie place Aigneret. aux femmes, c'est gênant, oui, c'est sûr. Voilà, c'est plutôt ce processus qui est gênant, voilà. Bon, Christian de Villeneuve. Oui. Non, je voulais savoir ce que vous en pensiez. De ce débat. Non, moi je. Juste après, je vous donnerai. C'est un peu léger comme sujet aujourd'hui, je trouve que ça fait du bien. Non, c'est pas comme léger, mais je pense que c'est pas l'un contre l'autre. Et puis, mais c'est vrai que c'est dommage peut-être que ça tombe sur Aragon. Voilà. Oui, c'est dommage, ça tombe sur Aragon. Alors Paris a décidé aussi de baptiser une rue Ruth Bader Ginsburg, qui était cette juge de la Cour suprême américaine. Donc là, il y a effectivement aussi un choix de la capitale, française, de la capitale, d'honorer cette femme, je le signale. Allez, Christian de Villeneuve, c'était un coup de gueule, un coup de cœur, plus précisément, pardon. Un coup de cœur, un coup de chapeau aux résistants à la junte militaire en Birmanie. Car il y a malgré 500 morts civils et près de 30 000 blessés, le mouvement de la désobéissance civile et les élus démocrates continuent à manifester et à protester contre le putsch de la junte militaire toutes les semaines et descendent dans la rue au risque de leur vie. Et c'est absolument remarquable. Tout ça se déroule, même si le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se mobiliser, cela se déroule dans une grande indifférence. Cependant, il faut noter qu'il y a un geste significatif de la France à travers l'EDF qui a suspendu un investissement de 1,5 milliard de dollars qui consistait à un investissement dans un projet hydroélectrique. Et ça, c'est assez remarquable. Oui, mais effectivement, je trouve qu'on parle assez peu de la Birmanie dans nos médias et qu'il y a une résistance, comme vous le dites, de jeunes qui sont là, des femmes, des hommes qui s'organisent et il faut le. Et c'est vrai que c'est un pays, oui, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas forcément d'enjeux diplomatiques pour le reste du monde. Avec une particularité importante dans ce qui se passe en Birmanie, c'est que c'est un des rares cas, on peut dire, où l'armée tire à balles réelles
réel sur une foule désarmée, c'est-à-dire une foule pacifiste. Exactement. Ce qui est quand même une manière de franchir toutes les limites de ce qu'on peut. Alors, c'est jamais simple ce genre de situation, mais là, l'armée tire à balles réelles sur des gens désarmés, des hommes, des femmes, des enfants. C'est quand même une répression hallucinante et qui se passe effectivement dans l'indifférence quasi générale du reste de la planète. Même si j'ai vu la France notamment avait commencé à faire quelques déclarations, mais c'est vraiment un sujet qui devrait mobiliser la communauté internationale. Bon, on se retrouve dans un tout petit instant avec le coup de cœur de Christine Bouillot, celui de Michel Pouzol, et puis on parlera évidemment des nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron, la fermeture des écoles, 0826 300 300. On a envie de vous entendre, il y a un sondage Harris Interactive qui est très très décalé dans les résultats par rapport à ce qu'on entend sur les plateaux de télévision. C'est-à-dire que les Français sont plutôt pour ces mesures. Alors vous allez me dire les sondages, mais appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Christian de Villeneuve, journaliste politique, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, c'est notre correspondante à Toulouse, Michel Pouzol, ancien député membre de Génération, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue politique, l'excellente revue politique et parlementaire, et vous avez publié Le progrès est-il dangereux chez Humain Science. Avez-vous été convaincu par les annonces d'Emmanuel Macron, des mesures nécessaires, la dernière ligne droite, il va falloir faire des efforts, l'avez-vous trouvé maladroit dans son expression, et puis surtout a-t-il pris des risques en annonçant qu'à la mi-mai, on pourrait rouvrir certains lieux de culture, les terrasses. On va évoquer tous ces sujets. 0826 300 300, mais juste avant, on finit notre petit tour de table. Christine Bouillot, votre coup de cœur? Alors c'est un coup de chapeau. C'est un maire d'une petite commune autour de Toulouse qui cet été a pris une décision un peu avant tout le monde. Il avait décidé d'imposer le port du masque partout sur sa commune, et il s'est aperçu sur les réseaux sociaux, notamment le réseau Facebook, certains se lâchaient, et là en particulier qui a proféré des insultes. Alors il a pris la décision de déposer plainte pour injure publique, et au bout du bout la décision vient de tomber du tribunal, qui a finalement décidé de condamner l'internaute pour trouble à l'ordre public et surtout injure contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Alors on pourrait penser que ce sont des mots qui sont, alors je sais pas si je peux vous les donner, la phrase qui a été incriminée, mais bon, on était plutôt sur du domaine, on a vu pire comme injure, mais ça crée effectivement un trouble, et le maire avait considéré que d'une part il pensait à l'ordre public, il pensait au bien général, et qu'il n'avait pas à recevoir de la part de quelqu'un. Donc Facebook a été condamné pour avoir laissé passer ce genre de message sur un groupe public, a retiré d'abord le message, et l'internaute lui a été condamné à 300 € d'amende et 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure pénale. Ce qui est intéressant, c'est que cette décision arrive aussi après les révélations, en tous les cas le chiffre alarmant des agressions on l'a évoqué hier aussi. Hier, absolument. Et c'est important parce que souvent on dit ce sont que des mots, les gens se libèrent, mais déjà sur les réseaux sociaux, on sait que l'anonymat est un vrai poison. Mais c'est la preuve, ce que vous racontez est la preuve que l'anonymat n'est pas garanti, peut-être levé. Voilà. Absolument. Christian, je trouve intéressant que les élus ne laissent pas passer, et que la justice entende effectivement cet appel pour dire qu'on ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, au même titre que c'est la liberté d'expression. Voilà. Oui, Christian, vous vouliez réagir ? Oui, ce qui est très intéressant, c'est que l'anonymat ait pu être levé en la circonstance. Absolument. Et ça ouvre beaucoup de perspectives entre nous. Au même titre que ces choses-là sont interdites quand vous faites des graffitis sur des murs. Moi, j'ai connu ça à Bondy ou à Alfortville, avec des insultes extrêmement, alors souvent sexistes, souvent très violentes. Il y a des enquêtes en cours qui sont menées. On arrête souvent les auteurs. Ils sont condamnés. Je trouve que c'est normal qu'on le fasse aussi sur Facebook. Il n'y a pas de territoire de non-droit, ni sur les réseaux, ni dans nos villes. Et c'est une bonne chose, vraiment. Écoutez, bravo, coup de cœur qui mettra peut-être un peu de plomb dans la cervelle de certains abrutis anonymes qui insultent les gens sur Twitter. Michel. Oui, moi c'est un coup de gueule pour une affaire rocambolesque qui est jugée en ce moment au tribunal de Versailles, je crois. C'est l'ancien dirigeant de Ikea France.
et quelques-uns de ces cadres qui sont jugés pour avoir espionné massivement des centaines de leurs cadres et de leurs salariés. Ils sont soupçonnés de corruption auprès de policiers pour avoir eu des informations. Ils ont aussi espionné certains de leurs clients pour avoir des informations concernant leur solvabilité. Enfin voilà, c'était un système comme ça, quasi mafieux, qui est de surveillance, qui était mis en place dans l'entreprise IKEA France. Donc les réquisitions sont assez fortes, parce que je crois qu'ils risquent tous... enfin, l'ancien directeur il y a des réquisitions, dont 3 ans, 2 millions d'euros d'amende, 2 millions d'euros d'amende, etc. C'est quand même un truc scandaleux. Moi, quand j'étais gamin, je connaissais ça en Auvergne, sur une grande manufacture de pneumatiques qui avait ces pratiques-là, où on suivait les syndicalistes en voiture, on les suivait chez eux, etc. Il y avait des pressions comme ça. Je pensais qu'on était sorti de ce monde-là, apparemment non. Et c'est bien que ça éclate que les salariés puissent en parler aussi. Je pense que c'est peut-être pas la seule société qui fasse ça, Ikea, mais en tout cas là c'est quand même un scandale assez important, quoi. Voilà, donc il y a effectivement, et on attend le jugement. Pour l'instant, c'est un réquisitoire. On a appris ce matin que Patrick Poivre d'Arvor avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse, non pas pour diffamation, dénonciation calomnieuse. On verra si le procès va au bout. Je rappelle que Nicolas Hulot avait aussi porté plainte pour diffamation à l'époque contre les journalistes du magazine Hebdo qui avaient raconté un certain nombre de choses, en particulier le viol d'une jeune femme. Il avait hurlé à sa bonne foi, etc. Il a porté plainte pour dénonciation calomnieuse, pour diffamation plus précisément, et il a retiré cette plainte, il faut le dire, le 24 décembre de l'année qui a suivi. Donc voilà, si on veut laver son honneur, on va au bout des procès, c'est ce que je voulais dire. Donc on verra si ce procès va au bout. En tout cas, voilà, je voulais le signaler, dénonciation calomnieuse de la part de PPDA. Alors, avez-vous été convaincu par les annonces d'Emmanuel Macron hier? 30 millions de téléspectateurs, c'était une intervention extrêmement attendue. On a un auditeur en ligne, je crois, avec nous. Non, on n'a pas d'auditeur. On avait Olivier qui était là, mais il est parti. Comment vous l'avez trouvé, Arnaud? Écoutez, le problème de ce type de conférence de presse, c'est que d'abord, vous avez tout un travail de bande-annonce qui est effectué dans la demi-journée, où finalement, vous savez ce qu'il va dire. Ouais. Donc déjà, il n'y a plus d'effet de surprise. Bon, sur un point de vue de la communication. Sur le fond, moi j'ai trouvé un président de la République qui a essayé d'adopter une tonalité beaucoup plus humble que celle qu'il avait adoptée à la sortie du sommet européen il y a quelques jours. Donc manifestement, il a intériorisé les critiques qui avaient été effectuées à son encontre sur la façon dont il communiquait. Après, quand même, on a vu un président qui était, disons, dans un travail de justification de sa position initiale. Le problème, c'est que le fait d'annoncer des mesures qui sont des mesures plus restrictives vient invalider cette volonté de justifier les choix initiaux. Donc il y avait déjà là une première contradiction. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé surtout, mais c'est l'inconscient qui me semble-t-il a parlé, c'est sa stratégie de la tenaille. Oui. En fin de discours, vous savez, il parle de la stratégie de la tenaille, donc freiner l'épidémie, accélérer la vaccination. Oui. Mais en fin de compte, le sentiment qui se dégage, l'impression qui se dégage, c'est que justement, c'est les choix qui sont les siens qui sont en tenaille. En tenaille entre, bien évidemment, d'abord le fait qu'il y a une pression épidémique qu'on n'a pas été en mesure de contrôler. Oui. Alors, je ne sais pas s'il fallait reconfiner. Moi, je ne suis pas le meilleur épidémiologiste de France. Je ne suis pas du tout épidémiologiste. En l'occurrence, je n'ai strictement aucune compétence dans ce domaine, donc je ne me permettrai ni de juger les modèles épidémiologiques, ni l'avis du président de la République sur les modèles épidémiologiques, mais en tout cas, force est de constater, en tout cas, que les modèles épidémiologiques qui lui avaient été présentés en janvier, pour le coup, cette fois-ci, avait fait des projections qui se sont révélées à peu près exactes au mois de mars. Donc il y a cette pression-là, il est pris entre cette pression-là, et puis, alors je sais qu'il y a un sondage dont on va parler, Harris Interactive, qui est sorti, mais quand même, globalement, depuis un certain temps, une opinion publique qui est parfois dubitative quant aux mesures qui sont prises. Donc l'effet de tenaille aujourd'hui, il est surtout sur finalement la puissance publique, et Emmanuel Macron qui l'incarne. Oui, en toute humilité. Hein. Moi j'ai remarqué ce mot de en toute humilité, c'est pas à vous de juger si vous êtes humble ou pas, c'est plutôt aux autres. Christian de Villeneuve? Écoutez, moi, je l'ai trouvé un peu audacieux, je vais vous dire. Bon, il est clair que la course, pour utiliser
une métaphore hippique, la course entre le vaccin et le virus. Pour l'instant, le virus a pris une longueur d'avance, une ou deux longueurs d'avance. Résultat, on a un reconfinement déguisé, mais il est audacieux dans la mesure où il s'est engagé. Il donne une perspective à la mi-mai, la réouverture des terrasses, des lieux de culture, etc. Il croit vraiment à la vaccination en masse, et ça c'est bon. Donc, et il ajoute une ouverture de 10 000 salles de réanimation. Bon, tous ces éléments, il va falloir qu'il les tienne, et Et je dirais que c'est là où je pense qu'il prend des risques. Oui, ben on va en reparler justement. Là, on va marquer une petite pause, mais on va parler de ces risques qu'il a pris en annonçant cette réouverture, ces mesures, en disant tout va aller pour le mieux. On y revient dans un instant. Avec vous sur Sud Radio pour le débat, pour le 10h midi. Avez-vous été convaincu par les annonces d'Emmanuel Macron? A-t-il pris des risques, comme le disait Christian de Villeneuve? 0826 300 300. Et on a en ligne avec nous Ludovic de Rochefort. Bonjour Ludovic. Bonjour Valérie, bonjour à vos invités. Bonjour. Alors vous l'avez regardé, le président de la République? Oui, je l'ai regardé, je l'ai écouté, et une fois de plus, là vous parliez de tenaille tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir affaire au chef Chaudard dans la 7e compagnie. Moi personnellement, j'évoquais plutôt sur le rôle de Marty McFly d'un Retour vers le futur ou de Passe-Temps pour Fort Boyard. Tellement on est encore en retard, tellement ce gouvernement, Emmanuel Macron, manquait de stratégie. Il demande aux Français qui sont déjà en souffrance de continuer à faire des efforts, alors qu'il les prive à nouveau davantage de liens humains et de liens sociaux. On pourrait parler également des écoles. Au départ, la santé, qui est une mission réganienne, il ne voulait pas entendre parler de vaccins produits en France. Maintenant, ils reviennent dessus. Les lits en réanimation, c'était une promesse de plusieurs mois. On en reparle à nouveau. On est en retard sur tout, complètement. Oui. Alors, et on subit. Mais est-ce qu'il a pris les bonnes décisions selon vous? Sincèrement, non. Mais est-ce que vous les acceptez? Il y a eu ce sondage effectivement interactif qui disent, Harris Interactive, qui dit les personnes interrogées approuvent dans l'ensemble 71% les mesures annoncées par le président de la République. Merci Ludo de nous avoir appelé. Christine. Je vous en prie. Ouais, je suis pas étonnée par le sondage parce que j'étais un petit peu dubitative, et puis en faisant notre boulot, c'est-à-dire de questionner un peu les gens autour de nous, on s'aperçoit que, notamment du côté des parents d'élèves, alors j'étais là-dessus très, très surprise aussi des réactions des parents qui disent finalement c'est la moins pire des solutions puisque l'école est restée ouverte jusqu'à maintenant. Absolument. Contrairement à d'autres pays, nos amis italiens, allemands, etc. ont connu des périodes depuis un an. Les Américains depuis un an. Donc beaucoup de parents disent ça a tenu jusque-là. Globalement, ils regardent le calendrier, ils se disent la semaine prochaine pour les parents d'enfants en primaire, en fait, ils vont manquer de 3 jours, et en réalité, puisqu'il y a mardi, jeudi, vendredi, donc c'est pas grand-chose. Voilà, donc du côté des parents, cette fermeture d'école, qui a été, somme toute, voulue plutôt par la pression politique, médicale, de la PHP à Paris, etc. Je pense que Macron ne peut pas faire autrement. Et les enseignants qui font payer sans doute à Blanquer d'autres sujets. Voilà, aujourd'hui, on en est à une situation où il n'avait pas trop le choix que d'annoncer ça, mais quand on regarde le calendrier scolaire, on se dit que c'est pas la pire des périodes que l'on peut annoncer aux parents. Moi, j'ai plutôt eu le sentiment chez beaucoup de parents que j'ai contactés, parents d'élèves de fédération, c'est que ça va obliger au télétravail qui n'est pas très appliqué dans les entreprises. Si on regarde les chiffres, de facto... jusqu'aux élèves de collège et mi-collège, je dirais, les parents vont devoir trouver une solution pour les faire garder, donc de rester à la maison et donc d'être en télétravail ou au chômage partiel. Donc on voit très bien que la solution pour freiner l'épidémie, elle est certes dans les écoles, et encore que si on regarde ce que donne l'enquête des pédiatres qui disent que 80% des enfants se contaminent dans la maison. Ça c'est une chose. Après, il avait un trou de souris, soi-disant, là c'est un trou d'aiguille aujourd'hui.
dans lequel il s'est engouffré. Et on voit bien que on fait attention aux mots. On ne dit pas c'est un confinement, mais c'est un freinage de l'épidémie. J'entendais encore ce matin chez nous, effectivement, c'est Guérini, le patron de La République En Marche, qui disait ça, avec des mesures qu'il est seul aujourd'hui à devoir faire appliquer. Il sera le seul redevable par rapport aux Français sur la réussite ou pas. Le gros enjeu, c'est la vaccination. C'est clairement le calendrier qui est annoncé avec là des bandeaux qui ont été affichés hier soir. Ça, si c'est pas tenu, ça va être effectivement très compliqué d'expliquer que le virus, le variant, tout ça ne tient pas. C'est là-dessus qu'il compte et c'est le pari qu'il ne peut plus rater aujourd'hui, ça c'est clair. J'ai entendu effectivement des parents d'élèves dire on était dans une espèce d'incertitude le matin de savoir si l'école allait fermer dans la journée, s'il y avait un variant. Enfin, c'est une espèce Alors, ce que je trouve très étrange, cette histoire de classe, pardonnez-moi Valérie, mais un cas positif dans une classe, sans savoir si c'était le variant ou non, d'ailleurs, on fermait la classe. Le nombre d'entreprises qui auraient dû fermer pour les mêmes raisons dans le pays, c'est quand même quelque chose d'absolument... alors effectivement, on peut se dire, pourquoi c'est pas pareil ? Pourquoi, Michel? Non, c'est pas tout à fait pareil. Le fonctionnement d'une classe d'école et d'une école, c'est pas le fonctionnement d'une entreprise. Dans une entreprise, on peut effectivement dire à un salarié, il reste chez lui. Enfin, il y a un dispositif en place. Dans une école, dans les écoles jusqu'à présent, depuis un an, on isolait les enfants et les enfants cas contact. Il y a quand même des endroits, notamment en Seine-Saint-Denis, où la situation sanitaire dans les écoles est dramatique. C'est-à-dire où les écoles, les classes ferment par paquet de 10, et les écoles entières qui ferment. Donc ça veut dire, excusez-moi. Je vous ai pas interrompu, excusez-moi, ça veut dire que on a une situation qui s'est extrêmement dégradée dans un secteur où le virus ne circulait a priori pas tant que ça. Donc aujourd'hui, on a cette situation-là. C'est encore pire dans les collèges et les lycées, ceci étant dit, par rapport aux écoles primaires. Donc là, je pense qu'il n'y avait pas le choix de toute façon de le faire de cette façon-là. C'est ce qu'on avait proposé, certains le proposaient en février, pour les vacances de février, avant la vague. Ce qui est un peu tragique dans ce qui s'est passé hier soir, c'est qu'on voit que les décisions sont prises, celles qu'ils ne voulaient pas prendre. En gros, sur l'école, c'est les décisions qu'on voulait pas prendre, on voulait pas fermer, donc on vous raconte une histoire où on ferme, mais on ferme pas, c'est des vacances, mais c'est pas des vacances. Il y a un moment donné, surtout, où la montée de la vague est énorme. Enfin, je veux dire, vous savez, moi, dans le temps je travaillais à Bondy, on est à un taux on a un taux de plus de 1000 pour 100 000. C'est 1% de la population touchée tous les jours. Moi, dans ces villes-là, tous les jours, j'ai des amis qui m'appellent en disant « ça y est, je l'ai ». Voilà, ça a une ampleur incroyable. Donc, dans ces territoires-là, c'est presque trop tard. Enfin, je veux dire... on voit le taux d'incidence qui est à près de 1000. C'est terrible. Donc, après, la question, c'est toujours la même. Fallait-il le faire sur tout le territoire national ? Moi, je pense que oui, c'était logique. Et je pense qu'honnêtement, les Français, ils ont commencé à comprendre aussi ce qui se passe. Ils ont les infos aussi. Je pense que les Français, dans leur grande majorité, sont très inquiets de ce qui se passe en ce moment et de cette troisième vague et de ce facteur anglais. C'est peut-être pour ça qu'ils sont, je pense, globalement plutôt favorables à ce qui s'est passé. Et vous le disiez, le télétravail, c'est une vraie question. Quand vous êtes en Île-de-France... Enfin, quand on travaille en Île-de-France et que vous prenez votre voiture le soir et que vous êtes dans les mêmes bouchons, vous savez que le télétravail n'est pas appliqué du tout, ou très peu. Oh, si, quand même. Il est quand même plus appliqué. Il y a moins de, il y a beaucoup moins qu'il l'a été. Beaucoup moins qu'il l'a été il y a un an et beaucoup moins qu'il l'a été pour la deuxième vague. Donc aujourd'hui, c'est aussi une des solutions. Le télétravail, on peut pas s'en passer. Il y a un an, c'était un confinement beaucoup plus dur. Oui, bien sûr. Là, on a le droit de sortir. Enfin, on peut sortir dans la rue. On peut aller faire ses courses, sans problème. Voilà. Et moi, je dirais que quand même, lorsque le 29 janvier, Macron a refusé le confinement et a proposé ces aménagements, la très grande majorité des Français l'ont supporté et étaient d'accord. Donc c'est un peu... Et c'est un peu facile de dire il y avait qu'à, il faut que. Je crois qu'il y a eu une démarche très pragmatique. Alors peut-être qu'il a été trop tardif sur les écoles et par rapport à la montée récente de l'épidémie, mais globalement les Français étaient d'accord avec la démarche.
Oui. C'est pas si évident que ça, parce que les études d'opinion montraient qu'il y avait quand même un parti du confinement qui était assez majoritaire dans l'opinion publique, en l'occurrence. Mais moi, je suis toujours quand même très réservé sur ces sondages instantanés qui sont faits, parce que finalement, l'opinion, il faut la mesurer sur la distance et sur la durée. Donc, on va voir dans les jours qui viennent ce qui va se passer, parce que très souvent, on a eu des sondages instantanés où une déclaration d'homme politique était approuvée, et quelques heures ou quelques jours plus tard, nous avions des sondages qui venaient contredire ces premiers sondages. Donc, attendons un peu avant de se faire une idée sur la façon dont les Françaises et les Français ont accepté et reçoivent ces mesures. Mais moi, si vous voulez, le sujet fondamental, c'était le sujet des vaccins, parce que, en fait, quand vous regardez pourquoi on n'a pas confiné vraisemblablement au mois de janvier, moi, je pense fondamentalement que, je veux dire, c'est pas l'histoire des modèles épidémiologiques, finalement, a peu d'importance, je pense, dans cette affaire et dans la construction de la décision politique d'Emmanuel Macron, mais c'est qu'Emmanuel Macron, il avait anticipé, il a fait un raisonnement politique. Il a anticipé une opinion qui serait une opinion qui accepterait d'autant moins le confinement que sur la question des vaccins. On était en pleine polémique sur les vaccins à ce moment-là, à la fois sur l'organisation de la stratégie vaccinale et sur la livraison des vaccins, que l'opinion publique accepterait encore moins bien le confinement, qu'il n'y avait pas de vaccin, ou en tout cas que l'organisation de la stratégie vaccinale n'était pas au clair pour l'opinion publique. Donc cet aspect-là a vraisemblablement aussi joué dans sa décision. Et l'autre sujet aujourd'hui pour Emmanuel Macron, ce qui change considérablement à mon avis dans l'histoire de la crise que nous sommes en train de vivre, c'est que jusqu'à présent, la responsabilité en effet de l'exécutif était liée à des problèmes de logistique, à des problèmes d'organisation dont ils n'étaient pas les seuls comptable, parce que c'était l'héritage d'une histoire qui était beaucoup plus ample que le seul mandat d'Emmanuel Macron. Là, en l'occurrence, la difficulté pour Macron, c'est que il a survendu la décision qui était la sienne du mois de janvier en disant regardez, le politique reprend le pouvoir, ce ne sont pas les scientifiques qui décident, c'est moi qui décide. Et donc il sait très bien qu'il est en première ligne, qu'il est surexposé en l'occurrence, donc toute sa stratégie de communication qui consiste pour l'instant à ne reconnaître aucune erreur dans ce qui a été fait, peut-être n'a-t-il commis aucune erreur, on verra, ça c'est l'histoire qui nous le racontera, qui nous le dira, mais en tout cas je pense que ça explique beaucoup de sa communication aujourd'hui parce qu'il se sait encore beaucoup plus surexposé que par le passé. Oui, mais enfin là il vient de se surexposer comme le disait Christian de Villeneuve, c'est-à-dire en annonçant une réouverture au mois de mai. Mais surtout que je vous rappelle, je vous avoue que quand il a parlé de la réouverture au mois de mai, ça m'a fait penser à l'inversion de la courbe du chômage de François Hollande. C'est vraiment le genre de pari sur lequel l'histoire devrait nous appeler à être prudent. Le pari qu'il fait aussi par rapport au mois de janvier, pardonnez-moi, mais le mois de janvier, les débats tournaient autour du fait que les Français en majorité ne voulaient pas se faire vacciner et qu'on considérait que l'obligation vaccinale était quasiment une dictature. Là aujourd'hui, on sait et on le voit que l'appétence pour se faire vacciner est à son maximum, que tout le monde veut absolument avoir sa dose de vaccin. Donc il sait que inévitablement, dès que on va dire les doses vont arriver, les Français vont avoir absolument besoin d'être et répondront présents. Donc ça change considérablement la donne et il peut dire alors là où il est pendu entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, c'est si la logistique d'arrivage des vaccins n'est pas au rendez-vous et donc son calendrier tombe à l'eau. Et aussi si derrière il y a le nouveau variant, notamment le brésilien dont on m'a parlé hier, qui, semble-t-il, commence à donner des sueurs froides un peu à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est là-dessus. Après, j'ajouterai juste une chose également sur les conversations en région de ce qui se passe, c'est qu'on ne comprend pas non plus pourquoi on ne fait pas plus appel à l'hospitalisation privée pour soulager les hôpitaux publics. Voilà. Alors, où il y a une marge de manœuvre. Alors la réponse, elle a été donnée par certains médecins, c'est-à-dire que les hôpitaux privés n'ont pas le même équipement de réanimation que les hôpitaux publics et qui ne sont pas équipés pour gérer des cas aussi lourds. Alors je sais pas, je vous dis. Ici à Toulouse, les hôpitaux, les patients qui ont été transférés depuis Paris pour soulager les hôpitaux de Paris sont partis dans des cliniques privées. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous, 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec Christian de Villeneuve, Christine Bouillot, Michel Pouzol et Arnaud Benedetti. On a Cécile de Pau en ligne avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, alors moi je rejoindrais très volontiers Arnaud Benedetti. D'ailleurs, je le remercie, j'aime beaucoup ses analyses, je l'écoute souvent, et je trouve vraiment que l'analyse de la communication est vraiment, me semble-t-il, assez claire. En réalité, il y a une erreur originelle, évidemment, c'est que nous ne sommes pas attaqués au virus. Donc on a tout raté, les masques, les tests, les blouses, les traçages, les traitements médicaux, le vaccin, l'isolation, etc. Les vidéas, la formation des médecins, hôpital public, privé, etc. Les fermetures des frontières. Ça, c'est à mon avis
dit, l'erreur originelle. On ne s'est pas attaqué au virus, donc on court derrière l'épidémie. On est en retard sur la contamination. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Les confinements. Résultat, 2 problèmes. Bon, c'est succinct, mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais en gros, l'économie, les écoles. L'économie, on a fermé les commerces. Là, apparemment, Bercy nous annonce à nouveau 11 milliards pour ces 4 semaines de fermeture des 150 000 commerces, à partir de samedi. Le télétravail, c'est en effet, comme le disait Christine, c'est pas très bien mis en place par les entreprises. Je vous parle pas de la faillite des entreprises et du chômage, évidemment. Enfin, les écoles, les décrocheurs à cause du distanciel. L'examen, moi, j'aimerais bien qu'on me dise comment va se passer le bac prochain, bac 2021. Est-ce qu'il va être donné à rabais, les concours? On parle même d'annuler le grand oral. Voilà, moi, mon fils, ça passe son concours dans une semaine, soi-disant, à Rungis. On ne sait même pas s'il ira. Alternance, stage aussi, vaccin enseignant, pareil, on n'en sait rien. Alors, à mon avis, là, il s'est passé en janvier quelque chose de très important. Macron s'est dit, oh là là, l'opinion publique est contre moi, j'ai ma réélection en ligne de mire, je vais faire un coup. Et moi, je pense que le fameux pari, en fait, moi, j'appellerais plutôt ça un coup machiavélien. Et c'est là où je rejoindrai Arnaud. Un coup de type Machiavel. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je me présente comme vous savez, dans le good cop, le bon flic. Et les mauvais flics, bon, je m'en fous, ça sera Castex, ça sera Véran, ça sera la PHP. De toute façon, il y avait déjà un problème interne, parce qu'apparemment, la PHP dirige le ministère de la Santé. Donc ça, ils s'en fichent. C'est pour tomber, et c'est pas grave. Et donc c'est politique. Pour moi, voilà, sa dernière séquence, et qui a commencé d'ailleurs, tout le monde l'a oublié, mais c'était la petite interview de Madame Macron. Brigitte Macron est arrivée en disant, mon mari est formidable, il est du côté des écoles, et donc il a décidé ce point de vue, je ne ferme pas l'école, je laisse ouvert. Et maintenant, maintenant, il continue à essayer de sauver sa peau, en effet, parce que maintenant, à mon avis, c'est sa réélection qui est en jeu, et il faut, en effet, vous avez absolument raison, je crois qu'il y a que la vaccination qui peut le sauver, et là, il doit rester du côté des Français. Je vous ai compris, mais voyez, finalement, je vous sauve encore parce que, effectivement, là, je ne veux pas vous laisser à nouveau être pris par les variants, être à nouveau contaminé. Donc, vous voyez, il est tout le temps dans ce petit trou de souris. Et moi, je crois, et c'est essentiel, je rejoins absolument Arnaud, c'est vraiment sa communication, elle est sous cet angle-là. Et aucun autre. Voilà, l'opinion publique, je dois me sauver. Alors, je ne sais pas s'il y a un article à lire dans Le Monde, il y a un tweet qui le met aujourd'hui dans Le Monde qui va paraître tout à l'heure. L'un des visiteurs de Macron a été surpris de trouver un président extatique et convaincu du bien fondé de ses choix, entretenu dans cette idée par une atmosphère de cour invraisemblable. Si je ne fais pas tout seul, rien ne se passe. Ça indique quand même une certaine déconnexion aussi. Oui, Christine Bouillot. Merci Cécile de votre appel, Christine. Merci Valérie, à bientôt. Merci. Je crois, il n'y a pas eu Nicolas Sarkozy qui avait dit aussi la même chose à une époque sur je dois tout faire tout seul aussi. C'est qu'à un moment donné, je pense que la solitude du pouvoir fait qu'on a l'impression de devoir faire les choses. Après, je crois qu'elle a frappé tous les présidents. Oui. Mais je crois qu'elle a dû frapper tous les présidents. Vous avez Mais là, on est dans une situation quand même très compliquée, très grave, qu'aucun président n'a connu. En tout cas, les 3 précédents n'ont connu. Christian, pardon. Christian, non, mais moi je crois. Oui, non, je veux dire que effectivement, je pense que l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est que les Français passent des grandes vacances normales. Car je crois que la campagne présidentielle va commencer en septembre, et si les Français sont dans le ressentiment, la haine ou la colère, sa candidature sera très hypothétique. Ouais, mais il y a aussi, on en parlait hors antenne, il y a un autre phénomène qui s'approche, c'est que d'ici une dizaine de jours, à peu près, 10-15 jours, on devrait franchir le cap des 100 000 morts en France. Absolument. Et que ce moment-là va être un moment extrêmement symbolique, fort et violent pour la population, parce que je pense que tant qu'on ne sera pas à ce chiffre-là, une partie de la population ne comprendra pas encore ce qui se passe. Et si on passait ce cap-là dans un moment où il ne se passe rien, ou en tout cas pas à la hauteur de ce chiffre qui va être marquant, forcément l'image de responsabilité et de compétence de Macron en prendrait un coup. Je pense que ça a dû peser aussi dans la balance, même si on a bien compris que c'est vraiment contraint et forcé, c'est ce qu'on a senti hier soir, que les mesures qu'il prenait étaient contraintes et forcées, notamment sur l'école. Et on peut se poser la question, on peut quand même se poser la question, on a le droit de se poser la question de savoir pourquoi il y a cette tension particulière chez nous, alors que toutes les autres écoles sont fermées dans les restes des pays européens. Donc il y a quand même des moments comme ça où on est obligé de se poser la question de pourquoi et quelle stratégie réelle se cache derrière ça. Et on a un peu l'impression que c'est quand même celui qui parle le plus fort au palais
qui emporte la voix du président. Christian, oui, mais attendez. L'enjeu des écoles, c'est quand même la déscolarisation qui touche beaucoup les milieux, en plus les milieux les plus modestes. Les plus défavorisés. Donc, et que ça, c'est plutôt accordé au crédit du gouvernement le fait que les écoles étaient aussi peu fermées, pour ainsi dire, pas fermées. C'était un motif de fierté. Oui. C'était un des rares motifs de satisfaction, d'ailleurs, que ne cessait de brandir l'exécutif pour montrer que, comparativement aux autres pays européens, la France avait réussi à maintenir son système scolaire pour des raisons pédagogiques, mais aussi, quand même, faut-il le rappeler, pour des raisons qui étaient aussi économiques. Parce que c'est très bien que c'est la matrice importante pour que l'économie fonctionne, c'est que les enfants soient à l'école et que les parents puissent aller au travail. C'est basique, mais enfin bon, il y avait ça. C'est plus Christine Bouillot voulait intervenir. Sur la notion des écoles et du choix de l'exécutif, on a comme le sentiment que la bascule a eu lieu ce week-end avec la tribune dans le JDD où on parle de tri des patients si on ne fait pas quelque chose et si on ne referme pas cette ligne de demande. Alors c'est eux qui ont été le plus entendus parce que dans le même temps et 40 ou 24 heures après, c'est la Fédération des pédiatres de France qui a mené une enquête sur 4000 enfants et qui continue de dire que l'enfant n'est pas le super contaminant qu'on croit, puisqu'il est contaminé à 80%, entre 70 et 80%, dans sa maison. Donc c'est vrai qu'on a senti quand même une espèce de bascule dans la décision politique. On sentait que la pression sur Blanquer devenait absolument colossale sur que faire, la pression médiatique, et que là, s'il n'envoyait pas un signal pour apaiser tout ça, quelque part, c'est vrai que ça pouvait être un dossier, même si forcément ça a des contraintes pour les familles, pour les écoles, qui sont pas toutes prêtes non plus. Il faut quand même pas croire que le premier confinement a servi de galop d'essai et on va voir comment ça va se passer la semaine prochaine, mais on sent véritablement la bascule à ce moment-là et que là-dessus, le choix politique était de satisfaire la demande des enseignants. Il y a des questions quand même dans ce qu'il a promis, des renforts supplémentaires en réanimation dans les prochains jours, passer à 10 000 lits, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant, avec quels moyens, avec quels moyens, parce que si on en écoute les médecins, on ne forme pas des réanimateurs, des infirmières de réanimation en une semaine. C'est le sujet récurrent qui ne cesse de traverser ce débat depuis le début. Finalement, on voit bien que les questions qui étaient les questions en tout début de crise sur les moyens, la logistique, l'organisation, elles n'ont pas été fondamentalement résolues. Sauf qu'aujourd'hui, en effet, comme vous le rappelez fort justement, il y a une année qui est passée. Donc la question qui vient à l'esprit de toute personne à peu près normalement constituée, c'est de se dire pourquoi n'a-t-on pas essayé quand même d'avancer. L'État quand même français n'est pas un État qui, le moins qu'on puisse dire, manque de moyens et manque de personnel, manque de capacité, manque de compétences. Et là, on n'a pas réussi à changer de braquet dans cette gestion de crise. Donc ça pose un problème. Mais je voudrais revenir juste quelques instants sur, à mon sens, la façon dont Emmanuel Macron se projette son avenir. C'est qu'Emmanuel Macron, de toute façon, il a très bien compris que les conditions de possibilité même de sa capacité à se représenter et éventuellement de sa réélection, elle était liée bien évidemment à la sortie de l'épidémie. Il fait le pari qu'il va en sortir. Et qu'une fois qu'on en sera sorti, il considère qu'on vit dans des sociétés de l'immédiateté et que les opinions publiques sont très souvent amnésiques, qu'il y aura un effet de libération qui se produira vraisemblablement dans l'opinion publique et que tous les dysfonctionnements que l'on a connus, toutes les critiques qui ont été faites à son action vont tout d'un coup se dissiper du fait de cet effet de libération. À mon avis, c'est ça qu'il y a aussi derrière sa façon de se représenter son avenir. Sauf que, entre-temps, je veux dire, le virus, comme l'a dit votre auditrice, en effet, le virus a pris de vitesse le politique et bien évidemment la communication derrière le politique et le politique derrière le virus. Ça, c'est clair. Mais encore une fois, cette prise de risque, c'est vrai que c'est intéressant quand il annonce le mois de mai pour une réouverture, c'est quoi? C'est pour donner parce qu'hier on critiquait dans l'émission en disant il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'objectif, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Là, il donne une date. Donc c'est de nature à redonner de l'espoir, mais un espoir qui risque de lui revenir en boomerang dans la figure. Christian, allez-y Christine. Oui, juste par rapport à ça, c'est vrai que peut-être dans la réaction du sondage dont les personnes effectivement acceptent les mesures, c'est parce qu'il y a un calendrier. C'est qu'on sait s'organiser la première fois, ou en tous les cas les fois précédentes, on partait un peu dans l'inconnu sur des plages de 15 jours en 15 jours, et cette incertitude était quand même
très compliqué à anticiper et à digérer quelque part, hein, pour les entreprises, pour les familles, pour le citoyen lambda. Cette fois, on a très clairement, quand on est parent d'élève, on sait que s'il est en primaire, il y a 3 semaines là effectivement où il va falloir attendre avant qu'il revienne à l'école. Pour les collégiens, les lycées, on sait que c'est telle date du mois de mai. Donc les choses sont clairement posées. Donc c'est un pari, hein. Je dis pas que la situation maintenant, on est tellement habitué à ce que tout peut changer au dernier moment, que c'est peut-être on risque d'avoir peut-être des surprises compte tenu de l'évolution de l'épidémie. Mais la grande différence avec la fois précédente, c'est qu'il y a la vaccination. Et que c'est vrai qu'il y a quand même des plannings de vaccination qui se mettent en place, des centres de vaccination qui appellent les gens, qui font en sorte. Et le chiffre qui est quand même intéressant et qu'on répète peut-être pas assez, c'est qu'en hospitalisation lourde, il n'y a plus de patients âgés. Ils sont beaucoup plus jeunes aujourd'hui. Oui, ils sont beaucoup plus jeunes. Et je vois de nos auditeurs qui ne croient pas au virus, qui ne croient toujours pas au Covid. Je peux vous dire que ça existe, que tout le monde n'en meurt pas, mais qu'il y a des Covid longs, des gens qui ont énormément de mal à s'en remettre. Donc c'est pas que la mort, c'est des choses extrêmement douloureuses à vivre chez des gens très jeunes. Il y a des séquelles. Donc je ne souhaite à personne de l'attraper. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter les mesures annoncées par Emmanuel Macron hier, ce pari de réouvrir, cette annonce qu'il a faite que la vie redeviendra un peu plus normale à la mi-mai. On en parle avec vous. On a en ligne avec nous Laurent qui nous appelle de Mérignac. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces annonces ? Eh ben, écoutez, moi, je suis plutôt satisfait. On en a un. Oui, parce qu'en fait, tout le monde ne fait que râler, mais en fait, on avance. Et puis, pour une fois, on a une perspective. On est très loin du discours de Jean Castex qui, en 5 minutes, avait fermé les frontières et les centres commerciaux. Là, quand même, on a des perspectives sur le timing et puis une porte de sortie. Donc, on sait tous ce qu'on a à faire. Et à ce sujet-là, j'aurais peut-être un petit coup de gueule parce que moi je trouve les politiques un peu sympas en disant ouais c'est bien, vous avez respecté les gestes barrières, etc. En fait c'est pas vrai, on voit bien les rassemblements, les carnavals sauvages, etc. Moi j'ai un commerce, j'estime que mon commerce aujourd'hui il est fermé à cause des gens qui respectent pas les gestes barrières. Et j'aurais plutôt une demande à faire à l'État, c'est faites respecter ce que vous mettez en place parce que aujourd'hui quand on voit le carnaval par exemple sauvage de Marseille, je crois qu'il y a eu moins de 10 PV, c'est pas normal. Donc oui, je suis content qu'on nous donne un calendrier. Maintenant, je compte sur l'État pour faire respecter les mesures, pour qu'on puisse tous en sortir, et puis on sera bien content dans 1 mois et demi d'en sortir, et puis de retrouver une vie normale. Bon, merci de ce témoignage, Laurent, puis on vous souhaite bon courage. Donc vous avez fermé votre magasin la semaine prochaine ? Oui, alors, moi, j'étais déjà fermé parce que malheureusement, je suis dans un centre commercial de plus de 20 000 m². Donc j'étais déjà fermé. Bon, j'ai compris depuis bien longtemps que mon business plan avait changé, que c'était réduire les coûts et puis s'accrocher aux aides. Il faut pas que l'État nous laisse tomber. Aujourd'hui, moi, ma boîte, elle est toujours debout grâce à l'État, grâce aux aides de l'État. On le dit pas assez. C'est vrai. Et ça, et aussi une oreille attentive de la part du député à Mérignac, là, qui me soutient, qui m'est attentif et qui agit. Et ça, il y a des choses vachement bien. Et donc tout le monde ne fait que de se plaindre. Mais en fait, quand on arrête de se plaindre et qu'on passe à l'action, on voit qu'il y a des choses qui sont possibles. Et ma boîte elle va survivre si on continue, si l'État continue comme ça. Ma boîte va survivre. J'aurai sauvé les emplois. Et puis je suis sûr qu'on repartira du bon pied. Mais il faut arrêter de se plaindre. Il faut respecter et il faut faire respecter les gestes. Oui, merci de votre témoignage. Alors, le Premier ministre ce matin a annoncé que la consommation d'alcool serait interdite sur la voie publique. Ça aussi, quand on voit qu'on ne peut pas interdire ces rassemblements, qu'on ne va pas faire intervenir la police quand il y a des jeunes qui se rassemblent, qu'est-ce qu'on fait ? Il a aussi annoncé que certains lieux allaient être fermés à la population, c'est-à-dire les berges, certaines places, certains lieux de regroupement. Donc on va voir. Alors après, on va voir dans les faits comment ça se présente. Mais effectivement, ça paraît encore une fois hors de proportion de la réalité de la situation. Moi, je suis très surpris de voir qu'il y a un certain relâchement, effectivement, des gestes barrières à plein d'endroits. Il y a plein de gens qui le respectent, qui l'ont intégré. Mais on voit aussi qu'il y a un certain relâchement. C'est le printemps, il fait beau. Les gens ont envie de sortir, ont envie de se retrouver. C'est compliqué. C'est une situation très compliquée. Mais je pense qu'effectivement, il faut à un moment donné être un peu plus vigilant là-dessus, parce que c'est aussi le b.a.-ba. Mais on peut dire, ce que dit
ce que dit Laurent est juste. Les restaurateurs et un certain nombre de commerces survivent grâce aux aides. Alors les aides, oui, c'est l'État, mais ça n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. C'est un aspect positif dans la gestion vraisemblablement de cette crise sanitaire pour l'instant. C'est en effet le soutien massif de l'État aux secteurs qui sont fermés. Alors d'ailleurs, ça va un peu, je veux dire, à l'encontre du logiciel politique qui était celui initialement d'Emmanuel Macron, ce qui prouve quand même que l'État, je veux dire, est quelque part indispensable quand il y a des coups de gros vent comme celui que nous sommes en train de traverser. Alors quand même, attention, il faut être extrêmement prudent, parce que quand vous discutez avec les professionnels de la restauration... Ça va être très dur. Et ils vous disent qu'il y a quand même le risque que vous ayez à peu près un tiers des établissements qui disparaissent malgré le soutien de l'État. Donc je pense qu'on n'est pas tout à fait encore au bout d'avoir mesuré toutes les conséquences économiques et sociales de cette crise, nonobstant l'aide en effet qui est certainement, je veux dire, à nul autre comparable dans aucun autre pays européen et dans le monde que celle que l'État octroie au secteur en difficulté. Christine Oui, sur l'ouverture. Alors sur les contrôles, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient pas mal aussi, et qui, les gens aimeraient qu'il y ait presque, de manière paradoxale, une meilleure application, c'est-à-dire que l'effort d'une grande majorité ne soit pas anéanti par des gestes barrières qui ne sont pas respectés par d'autres, et on comprend aussi la difficulté avec la longueur de l'épidémie, la longueur des mesures de restriction, que ce soit compliqué d'interdire un groupe de jeunes, mais bon, quand on voit Francis Lalanne, c'est pas que des jeunes non plus, donc on voit bien que c'est compliqué à tous les niveaux de faire respecter ça, mais il y a des gens qui disent tant pis, je prends 135 €, je prends 135 €. Là, il y a quand même 2 ouvertures qui ont été faites, c'est assez surprenant. Il n'y a plus d'attestation, voilà. Il a quand même annoncé hier soir, Emmanuel Macron, que... Je souris parce qu'il a dit malgré la pression de ceux qui demandaient des attestations. C'était assez drôle. Et ce qui propose, en tous les cas, ce qui est annoncé aussi, c'est le renforcement des contrôles, puisqu'il y a une intervention ce matin de Jean Castex qui annonce que le ministère de l'Intérieur va dégainer gendarmes et policiers un peu partout pour faire respecter et les distanciations et les groupes de 6 et les 2 mètres entre les groupes de 6, etc. etc. Bon, ça, j'attends de voir dans les faits, parce que les 300 000 gendarmes et policiers qui sont actuellement en faction en France, je ne suis pas sûre qu'ils pourront être derrière chacun d'entre eux. Derrière tous les gens. Et en revanche, ce qu'il laisse, et c'est assez étonnant, et on verra comment les gens vont se comporter, c'est qu'il permet un exode des familles à partir de ce week-end, et il ferme dimanche soir pour éviter... donc on va voir... Ça, c'est un truc que je pige pas bien, moi. Soit il y a une urgence et on ferme, soit il n'y a pas d'urgence et on ferme pas. Mais on vous donne 3 jours, surtout que le virus va se suspendre en attendant la reprise. Tous les scientifiques, les médecins parlaient de ce week-end comme le week-end de la terreur, en disant évidemment. on encourage à ce que effectivement on fasse circuler le virus une bonne dernière fois, et puis après on reste 15 jours. C'est quand même assez contradictoire. C'est politiquement intéressant, je trouve ça un peu intéressant, parce que les gens prennent ça comme une solution pour aller pour s'organiser pour les 3 prochaines semaines. Après, ça ne concernera que les gens qui ont les moyens, donc c'est toujours les mêmes. Je pense aux familles précaires, aux familles en difficulté, aux gens qui n'auront pas la possibilité de s'échapper. Et dernière chose aussi, du côté des élus dans les quartiers, ils sont très inquiets quand même de cette période-là, parce que au moins l'avantage des collèges et des lycées pour les jeunes ados, les phénomènes de bande dont on parle beaucoup, c'est que les enfants étaient en classe, ils avaient des masques, on savait où ils étaient. Là, à partir de lundi, ils sont très certainement dehors. Dans la rue. Dans la rue sans masque. Le message d'une auditrice, bonjour, sauf que ce matin dans le Gard, dans une pharmacie, il disait à un client âgé de chercher d'autres endroits pour se vacciner parce que pas de vaccin. Il le mettait sur une liste d'attente, pas d'arrivage avant la première quinzaine d'avril, et que il fallait qu'il essaye de trouver ailleurs, et que s'il trouvait, il donnerait le rendez-vous à quelqu'un d'autre. Et notre confrère Guillaume Durand vient de tweeter 200 millions d'Américains vaccinés en 90 jours. C'est sûr qu'aux États-Unis, ça a été beaucoup plus vite. Mais c'est pas la capacité de vaccination, on pourrait le faire. Simplement, il n'y a pas les doses. Et avec des messages. Et quand vous êtes sur le terrain, avec des messages de l'ARS qui sont délirants. On a fait un week-end de communication énorme. On a ouvert les samedis et dimanches. Donc les centres de vaccination, déjà, n'ont pas eu les doses qu'elles auraient dû avoir pour ce week-end-là. Mais surtout le lundi, quand on est revenu, l'ARS a dit il n'y aura pas de vaccin cette semaine parce qu'on les a utilisés le week-end. Donc tout ça
tient quand même un peu de l'amateurisme absolu. Et je voulais juste redire un mot, parce que moi, c'est un peu je tourne en boucle là-dessus, mais on a effectivement aidé l'économie française, on a effectivement aidé beaucoup les entreprises, et peut-être pas à la hauteur, mais en tout cas, comme on l'a rarement fait ailleurs dans les autres pays européens. Par contre, on n'a toujours pas donné le vrai coup de main qu'il fallait donner à notre jeunesse, et notamment aux 18-25 ans, aux étudiants, qui sont dans une très grande précarité morale, économique, sociale. Et moi, vous savez, je me bats pour le revenu universel pour les 18-25 ans, mais je me bats aussi pour, au minimum, pour qu'ils aient accès au RSA dans cette période difficile, parce que eux sont vraiment, ça va être des victimes collatérales de cette crise, dans un degré, je pense qu'on ne soupçonne pas réellement encore, même si on commence bien à le sentir. Ouais. Ouais. Christian de Villeneuve, peut-être. Non, mais je crois que une des grandes leçons de cette pandémie, ce sera la thrombose administrative, d'ailleurs française et européenne. Et on la vérifie, et on la vérifie tous les jours, et on expérimente malheureusement à propos des vaccins. Oui, et il y a en ce moment un autre scandale. Alors j'entendais Martin Blachier ce matin qui disait ça. Le prochain scandale sera les autotests, et ça m'a été confirmé par plusieurs industriels. Ils ont des autotests qui permettraient très facilement de se tester soi-même à domicile, ce qui permettrait de tester, isoler, tracer. Et il y a un blocage administratif qui fait qu'on ne peut pas vendre ces autotests. Alors qu'ils sont en vente en Allemagne dans les supermarchés, les distributeurs. Oui, donc ce sera. Je rejoins ce qui vient d'être dit. C'est l'une des grandes leçons de cette crise, c'est qu'on a eu un État qui a été un État extrêmement lourd dans son fonctionnement, qui n'a pas eu la vélocité et l'agilité nécessaires pour affronter la crise. Je rappelle, il y avait un autre exemple au moment des masques, de la polémique sur les masques. Souvenez-vous que pour que les pharmacies puissent vendre des masques, il a fallu attendre la signature pendant 6 mois, pendant 1 mois et demi d'un décret pour que les pharmacies aient l'autorisation de vendre des masques. Alors c'était lié à des normes, AFNOR certainement, mais enfin, on voit qu'il n'y a pas d'accélération. Si vous voulez, en général, une crise, elle doit permettre d'accélérer les procédures. En l'occurrence là, finalement, il n'y a pas d'accélération. Et je vous rappelle que quand on a créé les ARS, les agences régionales de santé, qui ont été très critiquées, c'était fait justement pour fluidifier le système de santé français, pour le redynamiser, pour le rendre plus efficace. Eh bien, les ARS ont bien prouvé, pendant cette crise en tout cas, que c'est un échec total. Il va falloir quand même se repencher sur le fonctionnement et le mode d'organisation des ARS, parce que c'est vraiment pas possible. J'ai un correspondant au Pertus qui vient de m'envoyer une photo absolument hallucinante de queue, de gens qui font la queue et d'embouteillage de voitures qui vont acheter des cigarettes. Pardon ? Je dis, c'est pas un 1er avril. Non, c'est pas un 1er avril. Non, c'est des gens qui font la queue pour aller acheter des cigarettes au Pertus. On est au-delà des 10 km en fait. Donc c'est tous les frontaliers, tous les gens qui, à partir de lundi, vous êtes coincés, vous ne pouvez pas y aller, sauf autorisation spéciale. Et d'ailleurs au Pertus, il y a une pharmacie qui se frotte les mains, enfin en tous les cas qui fait ça le comble, c'est la pharmacie du Boulou, puisqu'il faut des tests PCR négatifs pour pouvoir entrer ou sortir, sur le territoire espagnol ou le territoire français. Donc voilà, c'est une pharmacie prise d'assaut. Eh bien, à suivre, comme on dit. Écoutez, on se retrouve demain pour d'autres infos. Très bonne journée sur Sud Radio. On ne manquera pas de commenter toute la journée ces décisions d'Olivier Véran, du président de la République, parce que je vois Olivier Véran qui va peut-être intervenir ce soir, malgré. peut-être un jour président de la République. Voilà, c'était mon poisson d'avril. Allez, merci à vous. Merci à tous les quatre. À demain. Valérie.